Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie sur les tableaux en langage C, et plus précisément les tableaux à deux dimensions, ou ce qu'on appelle aussi les matrices. Cette vidéo vient comme suite à une précédente vidéo sur les tableaux, dans laquelle j'ai introduit ce concept et détaillé les tableaux unidimensionnels. De manière générale, un tableau bidimensionnel T peut être interprété comme un tableau unidimensionnel de dimension L dont chaque composante est aussi un tableau unidimensionnel de dimension C. En bref, le langage C considère les matrices comme étant de simples tableaux à une seule dimension dont chacune des composantes est aussi un tableau unidimensionnel. Pour ce qui est de la syntaxe, pour déclarer un tableau bidimensionnel, on spécifie, comme pour les tableaux à une seule dimension, le type des composantes en plus d'un identifiant. Par la suite, on devra spécifier deux autres informations qui sont le nombre de lignes suivi du nombre de colonnes de la matrice. Chacune de ces deux informations devra être explicitée séparément entre des crochets. Dans cet exemple, on a déclaré un tableau bidimensionnel nommé M de type int et qui contient 5 lignes et 8 colonnes. Pour initialiser un tableau à deux dimensions, il faudra suivre la logique du langage C qui, pour rappel, stipule comme quoi un tableau à deux dimensions est un tableau unidimensionnel dont les composantes sont aussi des tableaux à une seule dimension. De ce fait, après la déclaration du tableau, on ouvre deux accolades entre lesquelles on spécifie les valeurs de la matrice groupées par ligne. Chaque ligne devra contenir des valeurs séparées par des virgules et entourées par des accolades, une ouvrante et une autre fermante. Aussi, on utilise la virgule pour séparer entre les lignes de la matrice. On déclare par exemple un tableau à deux dimensions nommé M de type int et qui possède 3 lignes et 4 colonnes. On a aussi initialisé les éléments du tableau avec des valeurs comme suit. La première ligne va contenir les valeurs 1, 2, 3 et 4. La seconde ligne va contenir les valeurs 5, 6, 7 et 8. Et enfin la dernière ligne, les valeurs 9, 10, 11 et 12. D'un autre côté, il est possible d'omettre le nombre de lignes dans la déclaration de la matrice, mais uniquement dans le cas où vous initialisez votre tableau avec des valeurs qui sont utilisées pour déduire le nombre de lignes dont on aura besoin. Pour ce qui est du nombre de colonnes, il est obligatoire et doit toujours être explicité. Comme résultat de cette initialisation, on aura le même tableau que l'exemple précédent. Il est aussi possible lors de l'initialisation des éléments d'un tableau bidimensionnel d'omettre certaines valeurs. Dans cet exemple, on a déclaré un tableau composé de 3 lignes et 4 colonnes, dont les composantes sont de type int, et pour lequel on a initialisé la première ligne avec les valeurs 1, 2 et 3, la seconde ligne avec la valeur 5 uniquement, et pareil pour la troisième avec la valeur 0. Le reste des cases du tableau sera automatiquement complété par des zéros. Dans le cas où vous voulez initialiser toutes les cases de la matrice par 0, il suffit de spécifier la valeur 0 entre des accolades. Mais ceci n'est valable que pour la valeur 0, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser cette syntaxe pour une autre valeur. Il est possible d'utiliser la syntaxe du C99 pour cibler des cases précises dans la matrice, en spécifiant lors de l'initialisation le numéro de la colonne entre des crochets avec la valeur précédée par l'opérateur d'affectation. Dans cet exemple, la seconde ligne de la matrice est initialisée avec deux valeurs. La première à la colonne numéro 1 avec la valeur 6 et la valeur 7 dans la case suivante. Dans la dernière ligne, on a utilisé cette syntaxe pour cibler la dernière colonne pour y mettre la valeur 9. Pour ce qui est du reste des éléments du tableau, il sera automatiquement complété par des zéros. Pour accéder à l'une des composantes d'une matrice, on utilise le nom de la matrice suivi du numéro de la ligne et par la suite le numéro de la colonne. Chacun de ces numéros est spécifié entre des crochets. Ensuite, si on veut récupérer la valeur en mémoire, on peut soit l'affecter à une autre variable, l'afficher ou l'utiliser comme opérand dans une opération. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous accédez à une composante d'une matrice, vous pouvez la manipuler comme si c'était une simple variable. Dans cet exemple, on a un tableau à deux dimensions appelé M qui contient 3 lignes et 4 colonnes de type int et initialisé avec des valeurs pour chaque case. Il est possible de prendre l'une des valeurs du tableau et l'affecter à une variable.
Par exemple, on va déclarer une variable nommée a qui est aussi de type int et à laquelle on va affecter m de 2, qui est équivalente à la valeur de la case qui se trouve à la troisième colonne de la troisième ligne du tableau, qui dans ce cas contient la valeur 11. Il est aussi possible d'utiliser l'une des composantes de la matrice pour une opération. Par exemple, on va déclarer une variable nommée b qui est aussi de type int, à laquelle on a affecté le résultat de l'opération de division de 60 par la valeur de la case m de 1, 0, qui se trouve sur la première colonne de la seconde ligne. Il est aussi possible d'afficher directement la valeur de l'une des composantes de la matrice avec la fonction printf. Dans cet exemple, on a affiché la valeur de la case m de 0, 3, qui se trouve à la quatrième colonne de la première ligne du tableau, dont la valeur est 4. Pour changer la valeur d'une composante d'une matrice, il faut accéder à la case en question en utilisant le nom du tableau, suivi des numéros de lignes et de colonnes qu'on explicite entre deux crochets. Ensuite, avec un opérateur d'affectation, on affecte la nouvelle valeur. Il est aussi possible d'entrer une nouvelle valeur saisie au clavier avec scanf. Dans cet exemple, on a déclaré une matrice composée de 3 lignes et 4 colonnes de type int et qu'on a initialisé avec des valeurs. Ensuite, en utilisant l'opérateur d'incrémentation ++, on a incrémenté la valeur de la case qui se trouve sur la quatrième colonne de la deuxième ligne pour devenir par la suite 9. On reprend le même exemple, mais avec cette fois une instruction scanf qui va lire une valeur depuis le clavier pour la première case de la première ligne. Ainsi, la valeur initiale va changer et sera remplacée par la nouvelle valeur saisie. Le format utilisé doit correspondre au type du tableau. Aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser l'opérateur et pour l'accès à l'adresse mémoire de la case pour laquelle on veut lire une valeur depuis l'entrée standard. Comme vous le voyez, on a écrit comme second paramètre de la fonction scanf le et suivi du nom de la matrice et des indices correspondant à la case à laquelle on veut accéder. D'un autre côté, il se peut que vous ayez à programmer des traitements qui vont s'appliquer sur toutes les composantes d'une matrice. Malheureusement, il n'est pas possible d'appliquer ces traitements d'un seul coup. Si on prend par exemple un tableau nommé W de type long, composé de 5 lignes et 4 colonnes qu'on a initialisé avec la valeur 0, si par exemple vous voulez afficher toutes les valeurs du tableau sur l'écran, diviser toutes ces composantes par 10 ou lire des valeurs pour ces éléments depuis l'entrée standard, vous n'avez pas le droit de le faire de cette manière. D'ailleurs, quand vous utilisez le nom d'une matrice sans spécifier l'indice de l'une de ces cases, cela vous donne accès à l'adresse mémoire du tableau, qui correspond à l'adresse mémoire de la case qui se trouve sur la première colonne de la première ligne, c'est-à-dire la case dont le numéro de ligne est égal à 0 et aussi le numéro de colonne égal à 0. Je ne vais pas donner plus de détails sur cela pour le moment, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous ne pouvez pas traiter un tableau comme une simple variable. Pour ce faire, il faut que ces traitements soient appliqués sur chacune des composantes du tableau, case par case. Pour cela, on doit utiliser un traitement itératif avec deux boucles imbriquées. La première va parcourir les lignes de la matrice et la seconde, les colonnes de chaque ligne. Et à chaque itération de la seconde boucle, on va avoir le numéro de la ligne et celui de la colonne, chose qui va nous donner accès à une case de la matrice pour lui appliquer par la suite le traitement souhaité. Pour mieux comprendre comment utiliser les boucles imbriquées pour appliquer des traitements sur tous les éléments d'une matrice, on va voir un exemple détaillé sur l'environnement dev C++. On va commencer par déclarer notre tableau de type int, qu'on va appeler par exemple W, et on va dire qu'il contient 2 lignes et 3 colonnes. Par la suite, on va lire des valeurs pour chaque composante du tableau. Pour ce faire, on va utiliser deux boucles imbriquées. La première va parcourir les lignes de la matrice et la deuxième les colonnes de chaque ligne.
Ce qui fait qu'à chaque itération de la seconde boucle, on va avoir un numéro de ligne et un numéro de colonne. Puis, en utilisant un scanf, on va lire une valeur depuis l'entrée standard pour chaque case de la matrice. On commence par une boucle for int i égale 0, i est inférieur à 2 parce qu'on a deux lignes dans la matrice et i plus plus. Seconde boucle, donc qui sera imbriquée dans la première, ij égale 0, j est inférieur cette fois à 3 parce qu'on a 3 colonnes dans la matrice et j plus plus. Et là, à chaque itération, comme on a dit, de la seconde boucle, on va lire une valeur pour la matrice. Alors, scanf, pourcentage i, parce qu'on a une matrice de type int, et on va donner l'adresse de m, i et j. Tout simplement. Donc, avec cette instruction, on va pouvoir lire une valeur pour chaque case de la matrice. Alors, on peut aussi, si on veut, ajouter un printf avant le scanf pour signaler le numéro de la case pour laquelle on veut lire une valeur. On va par exemple écrire printf. Donc, il est facultatif, il n'est pas obligatoire de le signaler. Donc, on va mettre par exemple w de pourcentage i, On va écrire égal, et pour chacun des pourcentages i qu'on a signalé, on va donner la valeur de i et de j. Ensuite, on va programmer un autre traitement pour afficher toutes les valeurs du tableau W sur l'écran, avec les valeurs de chaque ligne séparées par des tabulations. Alors, on va faire comme tout à l'heure, deux boucles imbriquées, i inférieur à 2, i plus plus, inférieur à 3, j plus plus. Et là, on va faire un simple printf. Printf, pourcentage i. On va ajouter une tabulation w de i j. Donc, à chaque itération de la seconde boucle, il va nous afficher une valeur de la matrice. Et à la fin de chaque ligne, on va faire un retour à la ligne. Donc la ligne s'arrête après l'exécution de toutes les itérations de la seconde boucle. Donc on va venir juste après la l'accolade fermante de la seconde boucle et on va écrire printf anti/n pour forcer à ce qu'il y ait un retour à la ligne à la fin de chaque ligne de la matrice. Donc si on veut, on peut ajouter un autre traitement pour multiplier par exemple toutes les valeurs du tableau par 10. Et on va par la suite réafficher les éléments de la matrice. Alors, for int i égale 0, de la même manière, i est inférieur à 2, i plus plus. For int j égale 0, j est inférieur à 3, j plus plus. Et là, pour multiplier tous les éléments de la matrice par 10, on va écrire w de i, j. On peut mettre soit étoile égale 10, ou bien on peut mettre w de ij égale w de ij encore une fois, fois 10. Donc les deux syntaxes sont similaires. Donc, et par la suite, on va réafficher encore une fois les valeurs de la matrice après modification. Donc je vais dupliquer ces lignes-là. Et je vais ajouter un retour à la ligne pour seulement l'affichage. Pour séparer entre les valeurs de la matrice dans le premier affichage et dans le second affichage. On va compiler et exécuter tout ça. Alors là directement, il va me sortir W de 0, 0. C'est le premier traitement programmé. Donc c'est pour lire les valeurs depuis l'entrée standard. Alors là, on va donner des valeurs, par exemple 15,
W2 0,1, je vais donner 10, W2 2, 0,2, 2. Donc là, la première ligne c'est terminé. On est passé à la seconde ligne. Dans la première case, et W de 1, 0. Je vais mettre moins 8, moins 80 par exemple, et 3 par exemple. Hop. Donc là, le premier traitement, il a fait qu'afficher les valeurs de la matrice, comme vous le voyez, sous la forme d'une matrice normale. Les valeurs de chaque ligne séparées par des tabulations, c'est des grands espaces, et chaque ligne à part. Donc le printf qu'on a mis juste après la collade fermante de la seconde boucle, il a eu comme effet de faire automatiquement un retour à la ligne pour afficher les valeurs de la ligne suivante de la matrice. Donc après avoir multiplié tous les éléments de la matrice par 10, on a eu ce résultat dans la matrice après cette opération. Donc là, c'est les valeurs qu'on a entrées au début. Et ça, c'est les nouvelles valeurs modifiées après le traitement qui a parcouru chaque élément de la matrice pour le multiplier par 10. Pour conclure, les composants d'un tableau sont considérés comme de simples variables que vous pouvez manipuler quand vous le voulez, comme une simple variable. Dans le cas où vous voulez appliquer des traitements sur tous les éléments d'un tableau, il faudra le faire case par case, en parcourant les lignes de la matrice avec une première boucle, puis les colonnes avec une autre boucle. Avant de clôturer cette partie sur les tableaux, il est important de signaler que le langage C autorise la création de tableaux tridimensionnels ou même multidimensionnels. Le nombre de dimensions possibles n'est pas limité, mais la seule limite que vous aurez, ce sera la mémoire de votre ordinateur. Et concernant la manipulation de ce genre de tableau, elle est très similaire à ce qu'on vient de voir avec les tableaux bidimensionnels. Lors de la déclaration, il est nécessaire de fournir une taille pour chaque dimension, avec la possibilité d'omettre la première dimension en cas d'initialisation. D'un autre côté, pour accéder à l'une des cases du tableau, il vous suffira de fournir l'indice de chaque dimension. Enfin, pour appliquer un même traitement sur toutes les cases d'un tableau multidimensionnel, il vous faudra utiliser une imbrication de boucles. Le nombre de boucles imbriquées dépend du nombre de dimensions de votre tableau. N boucles pour n dimensions. Mais cela va être très gourmand en mémoire vu que la complexité du programme augmentera considérablement. C'est tout pour cette vidéo sur les tableaux bidimensionnels. Dans la prochaine vidéo, on va traiter les fonctions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.